panéliste qui sera animé aujourd'hui par M. André Gagné de la firme SWAT Factory. Nos invités sont à main levée, s'il vous plaît, Mme Maria Bettencourt, qui est directrice analytique et CRM du groupe CH. Elle est ici pour représenter 3 festivals qui se déroulent à Montréal, dont le Hill Sonic, le Festival Musique et Art d'Oshéaga, Festival Lasso Montréal. Merci, Maria, d'être là avec nous. Merci. On a également Mme Stéphanie Gingras, qui est directrice des communications pour le festival Le Festif de Baie-Saint-Paul. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et M. François Garon, qui est directeur général à la Corporation des fêtes et événements culturels, la COFEC, comme on aime bien l'appeler. La COFEC qui regroupe 5 événements. On parle de la fête des champs marins. Tu me corrigeras si je me trompe, François. Donc, la fête des champs marins, fête d'hiver Saint-Jean-Port-Joli, Biennale de la culture Saint-Jean-Port-Joli toujours, les violons d'automne et les concerts d'été du parc Chanoine-Fleury. Et voilà, c'est bien ça. Sauf que c'est bien. la Biennale de la sculpture et non de la culture. Ah, bon. Saint-Jean-Port-Joli Voilà, j'ai Sculpture. mal lu mon texte. Les festivals ont tous été soutenus par le programme du virage numérique. Oui. Si c'est un programme qui vous intéresse, ce sera partagé là, dans le clavardage. Il y aura le lien pour aller voir de quoi il s'agit exactement. Et je vous laisse aux soins d'André, qui va se faire un plaisir d'animer ce groupe pour nous. Et puis, on se revoit à la fin. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction, Michel. Donc, bien écoutez, là, c'est à notre tour d'avoir du plaisir. Alors, on a comme plusieurs questions. On a 5 questions, en fait, qu'on va dérouler à tour de rôle, là. Puis, l'exercice est dans le but de justement aider les participants qui sont inscrits aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est que vous avez probablement des questionnements par rapport à soit une solution de billetterie, solution de réservation ou des solutions marketing pour aller capturer de la data client, le courriel du client. Parfois, c'est pour mettre en place un CRM. Donc, il y a plusieurs problématiques dans le marché. Pour avoir fait des accompagnements depuis 2020 avec EAQ, je peux vous dire que j'ai vu différentes problématiques. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler de problématiques de festival. On a choisi différents types d'événements, donc qui peuvent justement rejoindre les goûts et intérêts là, et les problématiques de chacun de vous, on l'espère. Donc, évidemment, préparez vos questions. Si vous avez des questions, on va avoir une période à la fin pour y répondre. Donc, je vais démarrer tout de suite. Maria, on va démarrer avec toi. Donc, au départ, on a comme évidemment des solutions transactionnelles puis marketing là, qui ont été choisies au groupe CH. Puis évidemment, pour les événements festivals principalement. Donc, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les solutions de billetterie, réservation que vous avez mis en place? Et dans un deuxième temps, les solutions marketing que vous avez mis en place aussi pour justement votre entreprise, là, que vous ayez une meilleure vue d'ensemble sur votre client puis pouvoir faire des actions, des offensives marketing. Oui, donc en fait, le côté transactionnel, nous avons Ticketmaster. Donc, c'est pour tout le volet de la billetterie, de nos festivals, de nos spectacles. Donc, juste pour rappeler, donc, pour la session d'aujourd'hui, on parle d'Ilsonic, Oshéaga et Lasso, mais aussi qui appartient au groupe Evenco, qui finalement, Evenco appartient au groupe CH, que c'est pour le sport et le divertissement. Donc, tout le côté billetterie de l'organisation est avec Ticketmaster. Au niveau marketing et CRM, donc, nous avons mis en place plusieurs outils. Donc, on a en premier que c'est Salesforce CDP, donc une plateforme de données clients. Donc, cette plateforme-là nous a permis de centraliser et unifier les informations des clients pour avoir une vue unique et pouvoir personnaliser et mieux segmenter aussi nos audiences. Nous avons aussi mis en place Salesforce Marketing Cloud, que c'est pour toute la gestion des campagnes par courriel. Donc, on l'utilise pour personnaliser les contenus, pour automatiser nos campagnes, pour tenir à jour nos audiences en temps réel, pour éviter un travail manuel des équipes. Puis, au niveau de e-commerce, en fait, pour nos boutiques en ligne, de nos festivals, on utilise Lightspeed. Donc, mais dans le cadre du virage numérique, les outils qu'on a mis en place, c'est vraiment les CDP et Marketing Cloud. Avec Salesforce, d'accord. Avec Salesforce.
Puis qu'on est dans l'utilisation d'un Salesforce, c'est qu'on a comme la machine de guerre là, pour pouvoir aller justement créer une meilleure vue possible sur un client. Tu m'avais mentionné, parce qu'on s'était déjà parlé, quelques petites questions rapides, là, mais tu m'avais mentionné que ça vous permet d'offrir une meilleure expérience au niveau contenu et offre à des clients là, qui peuvent venir de d'autres provinces, par exemple. Donc, est-ce que tu peux nous en parler très rapidement par rapport à qu'est-ce que ça vous amène maintenant? Oui, donc c'est tout le volet de personnalisation. Donc maintenant, grâce au CDP, qui nous a permis de consolider et centraliser tout dans un seul endroit, on peut par exemple savoir qu'une personne est abonnée à nos infolettres, que cette personne-là habite à tel endroit, qui achète des billets de spectacle, du sport, qui va au restaurant, qui achète du merch. Tout ça est centralisé. Donc, avec toutes ces informations-là, on peut mieux segmenter et personnaliser nos courriels. Donc, par exemple, l'exemple ici qu'André mentionne, pour Oshéaga, par exemple, on a une grande audience qui vient de l'Ontario, par exemple, une population de ce côté-là. Donc, on veut segmenter et personnaliser en fonction des gens qui se retrouvent à Montréal, qui c'est quand même rapide, il n'y a pas nécessairement de planification à faire, versus les gens qui vont venir à nos festivals et qu'on va parler des hôtels, des restaurants, comme mieux planifier les week-ends à Montréal versus une personne qui se retrouve là. Donc, tout ça nous permet comme finalement, et grâce au marketing cloud et à l'automatisation qu'on peut faire, mais aussi grâce au CDP qui nous a permis de tout centraliser finalement. Excellent, excellent. Donc, on va revenir. On aura d'autres questions aussi par rapport à la solution, ce que ça amène, les avantages et autres. Donc, je vais poser la même question à Stéphanie pour le festif. Dans votre cas, quelle est la solution transactionnelle que vous avez mise en place? Puis, du côté marketing aussi, quels sont les outils que vous avez en place? Puis, peut-être nous parler de ton site web aussi rapidement. Est-ce que vous avez une plateforme que vous utilisez pour votre site ou non? Oui, absolument. Ben, nous, dans le fond, on travaille avec le point de vente depuis plusieurs années pour la vente de nos billets. Puis, avec le point de vente, il y a quand même une possibilité d'extraire les données, chose que je faisais avant. En fait, j'allais extraire mes propres listes. Je me montais, dans le fond, mes propres listes individuelles ou segmentées, si on veut, après ça que j'importais dans MailChimp. Mais là, avec EAQ, l'accompagnement qu'on a eu, on est allé chercher Arena Metrics, qui est un CRM qui est connecté au point de vente. Fait que dans le fond, tous mes acheteurs de billets, pas les miens, là, mais tous les acheteurs de billets du festival sont connectés directement dans Arena Metrics. Ce que ça permet de faire, c'est de aussi personnaliser puis mieux segmenter par persona aussi là, notre clientèle. Nous, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le festif, il est relativement sold out assez rapidement. Là, fait que on n'a pas d'enjeu d'upsell nécessairement, ou on ne désire pas. On n'a pas vraiment de besoin de vente massive ou ces choses-là. Seule chose, par exemple, c'est que parfois, on a quelques billets unitaires, quelques spectacles qui ne se vendent pas. Mais moi, ce que ça me permet de faire, c'est d'aller cibler ces spectacles-là. Si, par exemple, le même artiste, on l'a eu en 2015, mais je peux aller relancer des gens qui ont aimé ce spectacle-là en 2015, qui ont acheté, ou par exemple, des artistes similaires, puis envoyer des infolettes pour cibler ces artistes-là. Ensuite, Arena Metrics, comme je disais, dans le fond, c'est ce qui a remplacé mon MailChimp. C'est une solution qui se veut un CRM vraiment spécialisé pour les événements. Puis aussi, le fait que ça soit connecté au point de vente, c'est vraiment un avantage. Fait que ça fait exactement la même chose que MailChimp. Sauf que, en tout cas, on va y revenir, sauf qu'à présent, c'est peut-être quelques petites lacunes. Puis en plus de ça, ça fait un CRM, c'est-à-dire qu'on est capable de segmenter tout ça. Puis côté web, on l'a refait récemment, il y a 3 ans. Puis nous, on l'a fait faire en React. Fait que le site est vraiment codé 100% pour nous. Puis le pourquoi de ça, c'est qu'avant, il était sur WordPress. Puis au moment de la vente de billets, comme on est sold out, là, comme on vient de le vivre avec le festival d'été, je ne sais pas si vous habitez à Québec, là, mais la vente se fait comme automatiquement. Il y a un gros flot de personnes sur notre site. Ça plantait tout le temps. Fait qu'on n'a pas le choix de le faire refaire avec une meilleure machine. Est-ce que j'ai tout couvert, André? Oui, bien écoute, effectivement. Puis l'aspect vente de produits, je pense, sur place, parce que là, on parle plateforme point de vente. Est-ce que ça te permet aussi d'avoir une billetterie physique ou non?
Oui, en fait, on a une billetterie physique, puis je m'excuse, l'autre jour, je t'avais menti, André. On a Global Payment sur place. Là. Dans le fond, c'est cette compagnie-là qui nous donne des machines pour pouvoir faire nos transactions sur place. Mais souvent aussi, ce qu'on fait à la billetterie, c'est qu'on passe directement par le panel du point de vente, là, à mon kiosque de billetterie. La personne fait un peu comme si c'était elle, l'acheteur, va sur le panel du point de vente pour acheter pour le client. Là. Souvent, quand c'est rendu là, c'est que c'est une personne qui a plus de difficultés avec Internet là, qui se présente. Rares sont les gens qui ne vont pas acheter directement sur leur téléphone eux-mêmes. Puis pour la vente de merch, au niveau des produits, Marianne nous parlait de Lightspeed qui était en place pour vendre des produits. Et dans votre cas, c'est quoi? Oui, nous, là, cette année, c'est la première année qu'on va essayer d'avoir un Square, là, dans le fond, vraiment avec l'inventaire directement dans le Square, mais sinon, c'était pas, on n'avait aucun inventaire, on n'avait rien, c'était vraiment qu'avec les Global Payments qu'on additionnait à la main le montant, puis les gens payaient. Mais là, cette année, on instaure le Square avec l'inventaire. Donc, tout le Square POS là, qui va être mis en place, là, qui te permet d'ajouter des SKU là-dedans et de vendre du merch sur place. Excellent, excellent. Parce que nous, on en vend juste sur place aussi du merch, quand même important à préciser qu'on n'a pas de boutique en ligne, puis ce n'est pas dans nos objectifs d'en avoir. C'est ça. Excellent, excellent. Je suis sûr que tu n'es pas la seule parmi les gens qui sont avec nous aujourd'hui qui a ce contexte-là. Puis, bien, François, de ton côté, on a fait le tour avec Stéphanie, Maria. Est-ce que de ton côté, tu pourrais nous faire un petit résumé par rapport à la solution transactionnelle que tu as mis en place là, pour l'ensemble de tes festivals, dans le fond? Parce que dans ton cas, c'est assez particulier parce que tu as des membres, tu as plusieurs événements, puis il fallait qu'on trouve une solution qui puisse répondre aux besoins de tous. Donc, tu en as trouvé une. Puis au niveau marketing aussi, peut-être nous expliquer comment tu fonctionnes. Puis, boutique en ligne, si tu en as une, tu sais, comment tu agis là, avec ton site web, puis si tu as une boutique en ligne. Donc, j'ai hâte d'entendre ça. OK. Au niveau de boutique en ligne, c'est pas très actif pour nous de ce côté-là. On vend la merch, comme Stéphanie dit, sur les sites. Mais on a, avant de procéder, vu qu'on est une organisation qui offre des services à ses membres, on a consulté nos membres pour savoir c'était quoi leur valeur, qu'est-ce qu'il y avait comme besoin. On a recherché à travers tous les fournisseurs de produits qui existent, bien qu'on a approché qui étaient déjà très occupés, qui ne pouvaient pas nous répondre, nous faire des soumissions et tout ça. Mais on a trouvé une organisation qui s'appelle YAPLA qui répondait à nos valeurs d'OBNL. Puis avec un tout inclus où ça semblait vraiment merveilleux de pouvoir l'utiliser. Il fallait faire, il y a une mécanique qu'il a fallu faire, intégrer nos sites Internet sur leur plateforme. Mais ça nous a permis, entre autres à notre organisation, de gérer notre campagne de financement, de recruter des membres bénévoles pour nos organisations, puis de faire nos ventes de billets en ligne. Y a-t-il une question déjà ou j'entends? Non, il y a juste quelqu'un qui a ouvert son micro, mais non, tu peux vous poursuivre, François, pas de problème. OK. Bon, ben c'est ça. C'était vraiment une préoccupation de uniformiser une façon de faire pour toutes nos organisations, simplifier les choses. Mais faire le virage, c'est pas si simple que ça pendant qu'on le fait, mais une fois que c'est réalisé, ça va bien. C'est sûr qu'il y a des imperfections. Je pourrais y revenir sur les choses sur YAPLA qui nous ont hérité. Mais au niveau transactionnel, sur les billets, se font tout en ligne, sur place, pendant l'événement. Ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'on pour avoir les informations, cumuler les informations sur notre clientèle, on doit remplir manuellement sur des ordinateurs pour avoir les informations et on utilise Clover au lieu de Global, disons c'est Clover sur le site pour faire des transactions. OK. Donc, Clover POS sur place, qui est utilisé comme pour le paiement. Pour ce qui est de la plateforme transactionnelle, réservation, achat de billets, on a YAPLA. Puis au niveau du courriel, est-ce que tu utilises une solution d'envoi de courriel? Avec YAPLA, on envoie nos lettres, nos infolettes avec tous ceux qui ont inscrit leur adresse courriel pour en avoir et y participer. OK, parfait. Parfait. Donc, c'est bon. Puis on va revenir tantôt par rapport aux pros and cons, les plus et les moins de YAPLA et compagnie. Donc, bien, merci. On a fait un premier tour. Je passe au deuxième tour. Donc, deuxième question, il va dans le sens
où on veut comprendre comment vous êtes arrivé au choix de votre solution, dans le fond. Donc, est-ce que vous avez comparé d'autres solutions? Puis là, c'est un bon moment aussi pour partager peut-être d'autres noms de solutions que vous avez comparés pour que les gens puissent se reconnaître parce qu'ils ont tous des solutions différentes. Là. Il y en a des centaines de solutions sur le marché. Donc, on veut aller chercher un peu cette information-là. Donc, du côté de Maria, au niveau du groupe CH, est-ce que vous avez passé à travers un processus d'appel d'offres pour faire le choix de Salesforce, Marketing Cloud et pour pouvoir justement aller de l'avant avec la mise en place par la suite? Donc, pour nous, c'était quand même un long processus parce que c'était niveau organisation. Même si dans le cadre du panel aujourd'hui, on parle uniquement des 3 festivals, donc c'était quand même pour l'organisation du groupe CH, toutes ces transformations. Ouais. Donc, avant d'implanter le CDP et Marketing Cloud de Salesforce que j'avais mentionné, on était déjà client de Salesforce car on avait une plateforme de vente. Sales Cloud. Donc, c'est la plateforme qui était utilisée pour toutes les équipes de vente. Donc, c'est de là qu'on est parti un peu parce que la vision, c'était de pouvoir centraliser la vue de tous nos clients pour avoir cette vue 360, que ce soit B2B ou B2C, autant pour les commandites que clients. Donc, et on a notre choix le plus simple, ça a été aller avec Salesforce. Les premières discussions. Oui, on a évalué avec Microsoft Dynamics aussi, mais finalement, celui qui répondait le mieux à nos besoins dans cette vision d'intégration globale de tout notre écosystème, c'était Salesforce. Donc, une fois que... Oui. Mais pour faire ça, vous avez fait le tour de vos besoins, vos requis, vous avez fait une liste de requirements, j'imagine, pour aller de l'avant? Oui, OK. Exact, c'est ça, j'allais mentionner. Donc, en fait, une fois qu'on avait comme cette idée en tête, on a commencé vraiment en détail avec les équipes. Donc, il y a eu beaucoup d'ateliers de travail pour vraiment mobiliser toutes les équipes concernées parce que c'était quand même, c'est pas juste du point de vue CRM, mais il y avait marketing, ticketing, vente, billetterie, etc. Il y avait toutes les équipes, plus les volets TI aussi. Donc, ça, c'était quand même beaucoup d'ateliers pour évaluer les requis d'affaires, tous les besoins, les problématiques. Par exemple, Stéphanie mentionnait MailChimp, mais nous, on n'avait pas simplement MailChimp, mais on avait plusieurs plateformes d'envoi de courriels dépendamment des équipes. Donc, ça, il y avait une complexité. Lorsqu'on avait des processus de création de listes, des audiences, c'était dans des Excel qu'on allait extraire d'un côté, des Ticketmaster, qu'on allait manipuler dans Excel, qu'on allait uploader dans une des multiples plateformes d'envoi. Donc, il y avait des processus très manuels. Donc, tout ça, on les a quand même bien ciblés, tous ces besoins, ces requis, dans les différents ateliers de travail, puis pour commencer à mettre en place ces plans de transformation. Ensuite, il y a eu tous les appels d'offres pour les partenaires d'intégration technologique. Ça, c'était quand même assez long parce qu'on a rencontré, je dirais, 6 ou 8 partenaires on avait quand même une grille de critères justement bien établie pour notre choix. C'est lui avec qui qu'on avait choisi finalement qui répondait le mieux en termes de budget, en termes d'expérience. C'était OSF, qui c'est quand même une compagnie de Montréal, leur siège social est à Montréal. Donc, mais c'est quand même, ils sont quand même dans plusieurs villes et pays, mais ils siègent à Montréal. Donc, notre choix s'est basé sur est-ce qu'ils sont déjà implantés surtout en CDP dans le passé. Parce que la problématique qu'on avait, c'était qu'on était des pionniers avec Salesforce. C'était un nouveau produit pour Salesforce, les CDP de Salesforce. C'est qu'il y a eu beaucoup de partenaires d'intégration qui n'avaient pas cette expérience-là. Donc, on ne voulait pas être un peu l'équipe, l'entreprise qui voulait essayer, tester, d'intégrer quelque chose avec une compagnie qui n'a jamais fait. Donc, c'est pour ça que comme nous, on est allé de l'avant avec OSF, en plus que les budgets répondaient à ce que nous, on avait en tête aussi. Puis une fois qu'il y a eu tous ces appels d'offres, mais finalement, c'était quand même assez rapide parce qu'on a eu les business case de notre côté qu'on devait faire approuver aussi par la direction. Le fait que, je dirais que dans les réussites, le fait qu'on a mobilisé toutes les équipes de l'organisation dès le début du projet et pas à la fin, fait en sorte que comme ce projet-là a été approuvé d'une façon comme no-brain, comme il n'y avait pas de réflexion, c'était comme tout le monde, c'est la business qui voulait ça aussi. Et ce n'est pas juste l'équipe de Maria qui allait vers ces projets-là, mais c'était l'organisation qui voulait ça. Donc, je dirais que ça, c'est des choses qui ont bien fonctionné et que finalement, une fois qu'on a déployé notre roadmap, mais les équipes savaient qu'ils devaient comme être mobilisés en fait. Et les VP, les directeurs, ils ont quand même alloué des ressources justement pour ces projets en fonction des différentes phases d'implantation qu'on avait.
Non, c'est un beau processus. Puis effectivement, on est dans une dynamique de grande organisation. Il y a quand même des décideurs qui doivent être impliqués. Mais que tu sois une PME, que tu sois une grande organisation, c'est la même chose. Il faut que tu aies un comité qui prend des décisions, qui sont d'accord à chacune des étapes, on définit les besoins, ils approuvent, on définit les critères, ils approuvent. Ils font partie prenante de toutes les étapes du processus. Puis, dans le contexte ici, juste pour faire une petite parenthèse avant d'aller vers Stéphanie, on a choisi Salesforce, qui est une solution qui est intégrée par plusieurs fournisseurs. Souvent, on se retrouve à faire des choix de solutions qui sont des solutions propriétaires. Donc, ce qui veut dire que le seul intégrateur de Arena Matrix, par exemple, que Stéphanie va nous parler tantôt, c'est l'équipe d'Arena Matrix. Et il y en a plusieurs comme ça, des solutions propriétaires de CRM sur le marché. Dans le cas de Salesforce, ils ont plein de fournisseurs qui peuvent l'intégrer. Puis là, il faut choisir le meilleur intégrateur, celui qui va répondre à notre budget, à notre time frame aussi, parce qu'on a un deadline, on a une date, on va l'implanter, la qualité des ressources, du support en français, en anglais. Donc, tous les critères de ce genre, il faut les appliquer lorsqu'on fait le choix de son fournisseur. Donc, merci Maria pour ton partage là, sur ton processus. Je pense que ça peut être très constructif pour tous parce qu'on a tous ce besoin-là. On a une grille d'outils de décision là, que Michel et son équipe ont déjà partagé. Puis la première onglet qu'il y a sur cette grille-là, c'est justement, c'est quoi les questions que vous devez vous poser? C'est quoi les critères que vous devez appliquer avant de choisir une solution? C'est très approprié de faire ce travail-là avant d'aller trop rapidement là, vers le choix d'une plateforme. Donc, je me permets de faire des petites apartés comme ça parce que ça doit être constructif, cette rencontre-là aujourd'hui. Donc, je passe au deuxième, Stéphanie. Donc, le festif, on a comme passé à travers un processus pour faire des choix de votre côté ou comment ça s'est passé pour vous? Processus avec sans doute vraiment moins de gens impliqués que de ton côté, Maria. Là. Nous, on est 4/5 à l'année dans l'équipe. C'est sûr que le processus de décision est assez rapide. En fait, il y a moins de monde à mobiliser, disons ça comme ça. Nous autres, par rapport au point de vente, ça, c'est vraiment longtemps que c'est dans l'organisation. Je sais que les choix, ça a été choisi avant que j'arrive, les choix, c'était beaucoup local, puis aussi d'avoir accès à une équipe de support très rapide et très accessible, considérant qu'ils sont sur le même fuseau horaire que nous, par exemple, puis qu'ils sont géographiquement vraiment pas loin de nous. Mais par rapport à Arena Matrix, le choix est venu en fait d'une question de coût. Nous, on était rendu avec 40 000 personnes environ dans notre infolette, peut-être même un petit peu plus. Ça nous coûtait super cher avec Mailchimp. C'est évidemment tout ça, c'est subjectif, là, mais moi, je considérais que c'était cher comparé à mes besoins. Fait que j'ai magasiné un petit peu, puis j'avais un intérêt d'implanter un CRM pour justement là, mieux segmenter. Fait que j'ai essayé HubSpot et Arena Matrix. HubSpot qui est un CRM que je trouve intéressant puis que j'ai déjà travaillé avec par le passé, mais moins applicable au festival. Puis quand Arena Matrix m'a proposé leur solution qui est vraiment implantée avec le point de vente, bien là, je voyais un fit certain là, pour nous, considérant qu'on était déjà avec le point de vente puis que ce n'était pas dans nos ambitions de changer de plateforme pour le moment. Fait que c'est ça que aussi côté coût. Hein? Mais c'est très viable. Lorsqu'on a une solution, souvent, il faut prendre en compte ce qu'on a déjà en place, ton actuel. Puis selon que dans ton actuel, tu as une solution qui est en place qui, elle est déjà compatible. Elle s'est déjà intégrée avec des solutions externes. C'est sûr que dans ton top solution à considérer, c'est les solutions qui peuvent s'intégrer avec ton actuel. Donc, dans votre cas, ça allait de soi pour les considérer, mais normalement, lorsque tu as un HubSpot avec des API ouverts qui peuvent se connecter à peu près tout, puis tu peux avoir du Zoho, peu importe, il y a plein de solutions qui s'intègrent avec ça. Point de vente devrait être en mesure de s'intégrer, mais c'est le choix d'Arena Matrix. Pardon?
HubSpot était beaucoup plus coûteux que Arena-Metrics Ben, c'est ça. au moment des soumissions. Puis Arena-Metrics nous voyait un petit peu aussi comme, je pense pas qu'ils le nommeraient comme ça, mais un petit peu comme des cobayes, je pense. Fait que moi, je trouvais ça aussi bien qu'on se développe ensemble, dans le sens où est-ce que mes besoins n'étaient pas énormes, puis les leurs tendaient à se développer. Fait que, moi, je sens qu'on a une relation de collaboration ensemble pour améliorer la plateforme, puis en même temps, que moi, ça répond à mes besoins totalement. Là. Ce que j'ai vu, c'est que cette plateforme-là, c'est une plateforme CRM. Elle se positionne dans les industries culturelles et sportives. C'est une plateforme qui est basée en France et qui ont là maintenant commencé à développer sur le marché ici. Donc, c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu parler. Là. Pourtant, on a vu des solutions, là, mais celle-là, pour moi, c'était nouveau lorsque tu m'en as parlé pour la première fois. Donc, j'ai trouvé intéressant. Donc, à voir, hein, tu nous en donneras des nouvelles, savoir si tu aimes ça à long terme. C'est ta première année avec ça? Ça fait, dans le fond, de commencer à l'implanter, ça fait 1 an et demi à peu près, mais l'outil CRM va fonctionner là, à la mise en vente de nos billets. Nous, c'est le 11 avril. Fait que c'est là que je vais pouvoir voir si la connexion se fait bien, si tout se parle facilement et rapidement. Mais jusqu'à présent, on utilise depuis 1 an et plus le système d'infolettres. C'est ça. OK. Excellent. Donc, on va revenir la prochaine question va être sur les avantages que tu vois, tout ça. Là. Donc, je vais y aller avec François pour la question sur justement comment vous en êtes arrivé avec votre choix de fournisseur de votre côté, François. Est-ce que vous avez comparé des solutions? Je sais que tu m'avais parlé tu avais eu un accompagnement neutre, là, externe, qui avait aidé. Ça n'avait pas été simple, c'était complexe, vos besoins. Donc, juste nous donner un petit peu de viande de ce côté-là pour qu'on puisse comprendre à travers quoi tu es passé comme processus. OK. Premièrement, nous, on est 2,5 employés pour toute cette organisation-là. Puis, tous les membres, ce sont des bénévoles administrateurs qui organisent avec des comités, avec la population qui se mobilise pour organiser les événements. Fait que la première chose qui nous est venue instinctivement à l'esprit, c'est on va consulter nos bénévoles administrateurs pour qu'ils aient des outils simples, accessibles, qui n'ont pas à suivre un cours universitaire ou un cours en informatique pour les utiliser, pour simplifier la vie de ces administrateurs-là et pour pouvoir se concentrer davantage sur le côté créatif de leur programmation. Fait qu'on a cherché une solution qui vient standardiser un peu un processus pour pour venir administrer leur événement. Fait qu'on les a consultés, comme tu as dit, André, on avait une personne qui nous a aidés. Le conseil exécutif, après, en conseil d'administration, fait part des choix qu'il y aurait à notre disponibilité. Puis Yapla a apparu tout de suite comme étant une solution pour nous autres parce qu'elle répondait à nos valeurs de culture, d'OBNL, de bénévoles. C'est pas parfait, Yapla, ça c'est ton autre question qui va venir, mais ça a été vraiment un long processus une fois qu'on a choisi Yapla pour l'inculquer dans les organisations pour que les gens l'utilisent. Par chance, il y avait toutes les formations qu'on a suivies et l'accompagnement qu'on a eu avec Yapla a été filmé. Donc, s'il y a des nouveaux administrateurs qui arrivent, s'il y a des nouvelles personnes qui travaillent dans l'organisation, peuvent s'y référer, peuvent se former. Puis ça a été c'est pas une décision qui s'est prise entre 2-3 personnes, ça s'est pris, je vous dirais, entre 20 personnes pour pouvoir y arriver à cette solution-là. Est-ce que je réponds à ta question, André? J'ai l'impression de m'égarer. Non, mais c'est bien. Puis, tu allais t'égarer en parlant des avantages et tout ça, mais non, c'est bienvenu. Hein, tu t'es auto-corrigé. Donc, c'est parfait. Puis, dans le fond, le choix s'est fait basé quand même sur un processus, un accompagnement et autres. Puis ça, c'est une bonne chose de le faire comme ça. Souvent, on va nous-mêmes définir ses propres besoins. On va nous-mêmes y aller avec son propre jugement, alors
alors que parfois, on n'a pas toutes les connaissances technologiques ou marketing nécessaires. N'ayant pas toute la vue d'ensemble, parfois, c'est bon d'avoir de l'accompagnement externe là, pour faire ce travail-là. Puis ça, les programmes de l'accompagnement de EAQ permettent ça, notamment, puisque justement, il y a beaucoup d'aide qui a été offerte au fil des dernières années pour aider les entreprises à prendre leur virage plus rapidement et faire les bons choix. Donc, merci François pour ce côté-là. Je pense que je vais y aller avec la troisième question. Puis là, écoute, François, si tu veux continuer, là, puis je vais juste mélanger les cartes un peu, Maria. Ah, Je vais lui faire parler de ses avantages, ses inconvénients, parce qu'il allait en parler. Donc, je vais lui donner la chance d'en parler tout de suite. Qu'est-ce que tu vois dans le moment, François, de ce côté-là? Au niveau avantages, inconvénients de la solution que tu as choisie. C'est miraculeux, mais ça ne l'est pas complètement, surtout. Puis, j'aurais une dernière question à te poser aussi à la suite de tout ça, là, à la fin. Là, tout le monde va l'avoir, cette question-là. C'est peut-être la question qui tue, là. Mais je te laisse répondre ici. OK, c'est bon. C'est moi le premier cobaye à la question qui tue. C'est bon. Non, mais écoute, l'avantage YAPLA est plus à moyen et long terme. À court terme, se l'approprier, l'utiliser, ça devient complexe, pas pour nous qui sont dans la COFEC, qui l'utilisons puis qui le mettons en place, mais pour les utilisateurs des organisations qui ont fait le choix de cette plateforme-là. Parce que ça demande des habiletés, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, puis ça demande une compréhension globale du pourquoi on a fait ce virage numérique-là. Ça, à court terme, c'est plus difficile à implanter. J'ai quelques difficultés avec quelques organisations, fait que je fais plus d'accompagnement, mais YAPLA est là derrière. Si j'ai besoin, j'ai un service extraordinaire. Ça, c'est l'avantage que j'ai. La communication est bonne, c'est simple, c'est en français, ils sont en France, ils sont au Québec. Ça va bien pour nous autres de ce côté-là. Le désavantage qu'on a, c'est une fois sur le terrain, YAPLA, on a omis, mais c'est peut-être quelque chose qu'ils sont en train de travailler. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'application mobile. Ça, une application mobile, c'est fort intéressant dans notre époque. Hein? C'est clair que tout passe par nos petits téléphones. Là. Fait que ça nous a créé un problème certain parce que les gens y allaient, puis sur leur cellulaire, ça sort pas bien, c'est pas adapté. Fait que ça, c'est un inconvénient. Mais somme toute, ça reste extrêmement positif parce que ça reste dans un esprit convivial, puis ça reste simple. On peut extraire nos données. La comptabilité se fait bien de YAPLA à notre organisation, à l'autre organisation. Tout se suit. De ce côté-là, rien à dire. Fait que je ne sais pas si tu as une autre question. Non, je trouve que c'est bien, c'est un bon récap. Puis l'aspect YAPLA là, pour association, je pense que oui, c'est reconnu. Tu sais, YAPLA est utilisé beaucoup pour des associations, justement, pas nécessairement par des entreprises indépendantes touristiques. Là. Donc, c'est une chose à comprendre pour tout le monde qui est ici aujourd'hui. Donc, ça fonctionne quand tu es un regroupement. Puis là, encore là, appliquez vos critères, voir un peu ce que vous voulez faire avec dans le détail. Puis avec ce que François a mentionné, il y a peut-être des choses qui vous ont allumé quelques lumières là, de ce côté-là pour régler certaines problématiques ou bien voir un peu comment ça peut être simple ou compliqué dans votre cas. Je vais y aller du côté de Stéphanie. Donc, du côté de la solution là, le point de vente, tu peux en parler un peu. Hein, on n'a pas parlé beaucoup. Puis aussi du côté d'Arena Matrix, est-ce que tu pourrais me donner certains avantages, inconvénients, là, juste un petit résumé en 2-3 minutes? Oui, du côté du point de vente, les avantages, c'est qu'ils sont très parlables, là, vraiment. Sont très disponibles aussi. Sont vraiment très présents côté marketing. Leur équipe de marketing est vraiment, vraiment impliquée aussi avec les festivals. Nous, ils nous donnent énormément de visibilité qu'on ne paye pas pour. Mais je sais aussi qu'on peut payer pour ces éléments-là de visibilité qui sont excellents parce qu'ils ont accès à un bassin beaucoup plus gros de communication que nous. Puis côté inconvénient, ben, c'est que c'est un peu un one size fits all. C'est-à-dire que nous, des fois, on aimerait ajouter des communications, considérant justement que notre festival sold out rapidement, ben, quand tu attends dans la file d'attente, de rajouter certains mots. Eux autres, ils mettent de ne pas rafraîchir ton écran, évidemment, mais des fois, de dire en passant, si les passeports sont complets, magasiner par via unitaire, de rajouter des petits cues comme ça. Nous autres, ben, ça nous demande de le faire sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que tu es sur les réseaux sociaux pendant que tu es dans la file d'attente. Bref, ça, c'est des inconvénients.
Sinon, ben, c'est sûr que l'interface est semi au goût du jour, je trouve aussi. Là, c'est assez, je sais pas, c'est un peu figé dans le temps. Je pense que ça, ils pourraient mettre un petit peu d'énergie là-dessus dans les prochains temps, mais c'est un détail, le temps que c'est fonctionnel. Côté Arenametrics, les points positifs, c'est le prix. Fait que déjà, c'est moins coûteux. Le fait que c'est connecté avec le point de vente, c'est super. En tout cas, ça semble être super. J'ai hâte de voir si ça a bien fonctionné. Mais dans les tests qu'on a faits, ça va super bien. Ils ont aussi énormément de documentation sur comment faire ci, comment faire ça. Des jeux concours, plein d'options que je n'ai pas encore évaluées. Ils ont une tonne de documentation pour nous proposer de pousser plus loin la machine. On a accès à ça de façon gratuite en même Arenametrics, fait que pourquoi pas l'utiliser. Par contre, après, c'est une question de temps. Là, juste prendre le document, juste lire le document tellement de pages que ça nécessite du temps, fait qu'il faut le prendre. Puis côté point négatif, le côté positif aussi, c'est que je peux faire mes infolettes à partir de ça. Mais côté négatif, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé les clés pour rendre ça beau. Mes infolettes sont vraiment pas belles depuis que j'ai changé avec cette plateforme-là. Encore une fois, c'est peut-être pas grave, vous me direz, tant que l'information est là, mais le festif, on a un environnement qui est assez magique, assez... on a vraiment des très belles images, de la belle scénographie, etc. On a une très belle direction artistique. Fait que j'aimerais être capable de le faire vivre dans mes infolettes et que le détail soit partout, puis pour le moment, ça ne l'est pas. Sinon, côté point négatif, c'est ça. Oui, ils sont en France, mais ils sont aussi à Montréal. Là. Moi, mes représentants, je les vois en personne à Québec parce que j'habite à Québec, même si je travaille à Baie-Saint-Paul. Ils viennent me voir ici, puis je leur parle comme s'ils habitaient à Québec aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Voilà. Sinon, côté site web, moi, l'avoir fait en React, le site, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Ça a des gros coûts. Par contre, le site n'a pas planté en 4 ans, alors qu'il plantait à chaque année. Puis c'était le gros stress au festif de voir si le site plantait et il plantait chaque année. Fait que le stress avait raison d'être. Mais là, il ne plante plus grâce à React. On a aussi un CRM qui a été mis pour me permettre à moi d'aller changer quelques informations. Par contre, je ne me lance pas là-dedans. Là. Moi, on l'a fait faire par une boîte, puis j'ai un webmaster qui a accompagné cette boîte-là tout au long du processus de migration de notre site de WordPress jusqu'à React. Puis lui, il est capable aussi de coder certaines parties du site. Là. Il est capable quand même de jouer dans le code de la boîte, mais c'est lui qui va tout aller inclure à chaque année la programmation dans le CRM. Quoique je serais capable aussi, mais c'est juste beaucoup de temps et d'énergie. Excellent, excellent. Écoute, juste pour surfer un peu sur ce que tu viens de mentionner, par rapport à ton site, on va parler le CMS, ton outil de gestion de contenu, en fait. L'idée de faire un site en React custom fait en sorte que, justement, vous devez vous marier avec votre programmeur ou votre agence, là, parce que lorsqu'on s'en va en dehors des WordPress, des Wix ou d'autres types de plateformes CMS du marché qui ont plusieurs intégrateurs. Hein. Il y a Craft CMS aussi, puis il y a Drupal, puis il y en a plein d'autres. Donc, lorsqu'on s'en va là-dedans, on peut choisir son fournisseur qui va le développer. Puis si ça ne fonctionne pas avec votre fournisseur, vous pouvez changer de fournisseur, puis il va continuer à le faire vivre, votre site. Mais quand tu développes ton site en React ou dans d'autres langages, en PHP Custom ou en .NET Custom, bien là, tu es dépendant de ton fournisseur parce qu'il n'y a pas un autre programmeur qui va vouloir se rentrer dedans le code de l'autre. Puis ça va être très difficile de la faire évoluer. Donc, de ce côté-là, il faut juste le savoir quand on fait ce choix-là au niveau de son site. Pour le volet Arenametrics, le volet design d'infolette et autres, ça, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a certains outils marketing, CRM, pour gérer les relations clients, vont être bons pour gérer des profils clients, puis pour pouvoir s'intégrer avec des systèmes de billetterie, pour sortir tes listes et tout ça. Quand tu arrives à l'envoi courriel, ce n'est pas leur force. Parfois, il faut avoir un autre outil séparé. Tu sais, tu vas chercher toute ta liste de courriels dans ton CRM, puis ensuite, tu mets ça dans MailChimp, et là, tu le fais beau comme magique comme tu veux avec ton festif et tu l'envoies. Ça, parfois, c'est de la façon qu'on peut compléter là, notre stack de technologie à l'interne par rapport à ça. Puis pour le volet
le point de vente. Est-ce que sont derrière le FEQ en ce moment aussi? C'est-tu eux, le point de vente? Non, c'est pas eux. Mais Non, le non. FEQ, il y avait 208 000 personnes en attente dans le queue à midi quand je suis allé voir. Là. Souvent, tu es pris dans cette dynamique-là. Tu dois avoir absolument une solution très, très robuste. Puis effectivement, lorsqu'on rentre avec certaines solutions un peu moins flexibles au niveau visuel, eux, ils mettent toute leur énergie sur la robustesse de la plateforme. Donc, c'est Ouais. assez, c'est pour ça que parfois, on n'a pas tout, mais la plupart des solutions, je te dirais, Stéphanie, sont comme ça. Que tu ailles avec vendre des billets avec un Wiz Event ou avec un Event Enroll, puis un Tuxedo, whatever, ils ont tous leur carcan, leur frame très rigide et ils sont tous à qualité variable. Je dirais qu'il y en a qui sont déjà dépassés avant même que tu aies commencé à le personnaliser. Là. Donc, là-dessus, c'est comme ça. Le marché est actuellement comme ça. Il est toujours en évolution, par exemple, et c'est encourageant. Là. Je leur ai tous parlé, puis ils sont tous avec un roadmap d'évolution. Donc, à suivre. Mais merci pour ton partage. Puis, peut-être le petit dernier détail, je peux dire, au niveau du hosting, là, quand on héberge un site, qu'il soit WordPress, React ou peu importe, le fait que le site ne réponde pas puis il plante, ce n'est pas juste la technologie, c'est ton hébergeur. Fait que souvent, il faut choisir un hébergeur beaucoup plus performant qui va supporter ton WordPress, puis tu vas être capable de passer à travers ta vente de gros billets aussi, là, peu importe. Là. Fait que ça, là-dessus, ça peut se régler de cette façon-là. Le troubleshooting se fait là. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil pour tout le monde, là, selon que vous avez entendu des éléments qui, ah oui, j'ai ce problème-là, ben, j'en donne un petit peu plus pour tout le monde. Maria, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des éléments avantages, inconvénients de ce que tu as mis en place de ton côté? Oui, donc on a plusieurs avantages. Donc, d'un point de vue du CDP, on a une excellente gestion du consentement du client. Donc, on sait que comme les abonnements, désabonnements, donc on sait que la loi change tellement ici au Québec et en général que comme il faut vraiment s'assurer que comme on communique ou on communique pas avec les bonnes personnes. Nous avons aussi une vue 360 de nos clients. Donc, le fait qu'on a regroupé toutes les sources de données dans un seul endroit, on peut savoir que, comme je le disais, Maria achète du hockey, des billets de hockey des Canadiens, de Oshiaga, va à un concert à Vancouver, est venu 10 fois aujourd'hui, je ne sais pas, dans une année, achète du merch, est très engagé avec nos infolettres, avec l'application. Donc, on a toute cette vue consolidée dans le CDP. Puis au niveau du marketing cloud, donc la personnalisation de nos campagnes. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, en lien avec le CDP, mais le marketing cloud, c'est l'outil qui nous permet de faire de belles campagnes bien segmentées, bien personnalisées en fonction de, je vous donne un exemple. Avant, avec MailChimp, si on voulait faire une sorte de personnalisation de base, on devait créer, je ne sais pas, 3, 4 versions différentes d'une même infolette, d'un même courriel. Aujourd'hui, en faisant une seule communication, mais si on sait que André parle français, puis Michel parle anglais, mais dans la même communication, le contenu va changer, par exemple. Donc, on fait une infolette avec des blocs dynamiques qui s'adaptent en fonction du profil du client ou de ce qu'on veut communiquer à une personne versus l'autre. Donc, ça, c'est quand même des choses quand même qu'on n'arrivait pas avant puis qu'on est très, très, très content en ce moment. C'est le rêve de plein de monde. Hein. Je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de pouvoir faire quelque chose comme ça, d'aussi intelligent, aussi intuitif. Puis, mais sauf que je pense que là, tu vas parler de tes désavantages. Là. Le gros désavantage, oui, c'est ça. Ça coûte cher. C'est ça. Donc, il va voir, oui, il y a les coûts. Donc, que ce soit les coûts d'intégration, les coûts de licence, les coûts à l'utilisation, les supports aussi. Donc, c'est quand même l'implantation. Donc, il y a beaucoup, c'est quand même cher. On a fait un gros investissement, mais quand on voit aussi à l'année rouler comme les coûts de licence, surveiller à chaque fois l'utilisation, parce que pour le CDP, il y a des choses que je vais en parler aussi de nos choix dans la question qui s'en vient, donc pour le CDP, mais vu qu'on était pionniers, donc on ne savait pas beaucoup de choses parce que c'était un nouveau produit, mais on découvre aussi en même temps, il faut faire attention ici parce qu'on va atteindre la limite, donc on ne va pas payer plus cher. Donc, il y a des choses comme ça, les coûts, je dirais dans les inconvénients. Puis aussi, je dirais que vu qu'il y a eu une complexité d'intégration, parce qu'on a ramené toutes ces sources de données, mais il y a aussi quand même, il y a eu beaucoup de nettoyage à faire des données, à les formater, parce qu'il y avait ça venait de différentes plateformes, de différents fichiers Excel et tout ça. Donc, il y a eu ça comme inconvénient. Je dirais aussi la formation aux équipes, parce que oui, faire toute cette personnalisation, mais
on peut les faire, mais ce n'est pas nécessairement juste on clique un bouton. Donc, il faut quelqu'un quand même qui soit un peu plus avancé, plus technique, qui connaît très bien l'outil, qui va être en mesure de faire tous ces beautés-là avec la personnalisation, par exemple. Donc, c'est juste à ce niveau-là que oui, c'est comme excellent ce qu'on a fait, mais quand même, il faut tenir en compte que lorsqu'on planifie des projets de transformation comme ça, il faut toujours penser aussi que est-ce qu'il me faut embaucher des ressources qui connaissent qui a certain niveau d'expertise par rapport à ce qu'on va mettre en place, je dirais. Non, tout à fait. Puis, tu sais, avec Salesforce, c'est quand même un outil très présent dans le B2B. Ça, on le voit souvent dans les entreprises. Puis, ça coûte quand même assez cher au niveau des licences, ça, on s'entend. Mais du côté de B2C, de plus en plus, on les voit parce que justement, ils ont commencé à développer Marketing Cloud, ils ont été chercher d'autres entreprises, ont fait des acquisitions. Donc, Salesforce est vraiment dans la guerre au niveau des CRM aussi, dans la guerre au niveau du marketing automation et tout ça. Puis, il faut évidemment regarder là, dans le détail par rapport au choix de cette plateforme-là. Puis la mise en place. Comme tu l'as bien mentionné, Maria, ça coûte cher, oui, mais si tu ne le mets pas en place comme il faut, si tu l'achètes, il faut que tu sois prête à sortir l'argent pour le configurer, le personnaliser. Il y a beaucoup de gens qui vont le prendre. Ah, c'est pas si pire. Puis finalement, ils vont comme le mettre en place, mais ça coûte trop cher la personnalisation. Mais là, il manque tout le bateau complètement parce qu'ils vont utiliser 10 de la capacité de la machine, alors que toute la force de cet outil-là va dans la configuration puis l'utilisation de l'ensemble de ses fonctions. Et ça, c'est assez important à comprendre. Trop de gens ont été trop rapidement à faire le choix de ce genre de technologie-là sans considérer le personnaliser pour leurs propres besoins, puis de vraiment l'outiller, de l'implanter, puis de le tester, d'y aller graduellement, d'apprendre à jouer avec leur machine pour pouvoir en tirer des bénéfices et un bon retour sur leur investissement. Donc, dans votre cas, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de travailler. Ça fait combien de temps que vous l'avez mis en place exactement? On a mis en place en avril du mois dernier, oui. OK, donc, on est un peu en mode opération de tout à comme maximiser l'utilisation, comme tu l'as dit, parce qu'on ne veut pas juste payer cher pour ne pas l'utiliser. Donc, on essaye de maximiser cette utilisation. C'est ça, puis vous apprenez toujours avec, puis là, on configure des nouvelles choses. Ouais. Là, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on peut lui demander. OK, si on veut savoir ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme processus pour être capable d'aller chercher cette info-là et de les regrouper ensemble. Donc, oui, surtout dans les CDP, par exemple, parce que c'était un nouveau produit. Donc, lui, on a eu beaucoup de découvertes, plus on avançait. Marketing Cloud, c'est un outil quand même on les connaissait et tout ça, donc on sait qu'est-ce qu'on peut jusqu'à où on peut aller. Mais les CDP, c'était un qui, comme on se rendait compte des fois, il y a une surprise ici ou tel, donc il fallait s'adapter en conséquence ici. Pour le bénéfice de tous, une CDP, c'est une Customer Data Platform. Donc, c'est vraiment comme un lieu qui permet d'avoir justement toute l'information sur ton client, puis de pouvoir faire ce travail-là, de comprendre qui est ton client, puis quoi lui envoyer, évidemment. Il y a des plateformes comme Dialogue Insight, il y a des Simplify, puis il y en a plusieurs sur le marché qui existent, moins coûteuses pour la mise en place qu'un Salesforce. Puis il y a HubSpot aussi qui te permet d'en faire beaucoup là-dedans. HubSpot, le seul piège que je vous dirais, c'est que c'est pas cher lorsque vous le voyez, ça ne semble pas très, très coûteux. Mais lorsque vous le mettez en place, puis vous avez une base de données qui est quand même importante, bien là, c'est là qu'eux, ils vont facturer selon le nombre de contacts que vous avez. Et l'implantation aussi, c'est surprenamment coûteux aussi parce que pour l'implanter, il faut que tu aies des bonnes personnes aussi pour l'implanter. Puis là, c'est des agents certifiés souvent qui vont le faire. Et là, bien, il faut le prévoir, l'argent pour pouvoir implanter ce genre d'outil-là et la personnalisation aussi. Donc, je ne dirais pas que c'est quelque chose qui... il faut le faire évaluer, puis il faut comparer aussi avant de faire le choix trop rapidement de ce côté-là. Donc, merci Maria. Puis, pour moi, c'est le côté avantage-inconvénient. Je pense qu'on a fait le tour de ces éléments-là. S'il y a des questions, là, préparez vos questions dans le chat. Il nous reste quelques minutes. Pour petite question rapide, là, je vous laisse 30 secondes chaque pour y répondre. C'est la question qui tue que vous allez tout avoir chacun votre tour. Là. François, si tu avais à faire le choix d'une solution aujourd'hui, est-ce que tu ferais le même choix? Et sur le mute, François. Phew, je peux changer ma réponse. Toi, on veut t'entendre. C'est le temps. Honnêtement, oui. Honnêtement, je refais le même choix. Mais en fait, je crois qu'on referait le même choix. C'est à nous de se l'accaparer, de
de l'utiliser, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ils ne peuvent pas nous prendre Yapla par la main puis nous dire tout faire puis faire à notre place. Ils nous ont donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir être à l'aise, mais on peut beaucoup plus presser le citron de Yapla pour pouvoir en tirer encore plus de bénéfices. Et ça, c'est à l'usure, c'est avec le temps, je crois. Oui, je crois qu'on reprendrait le même service, mais on souhaiterait qu'il y ait une application mobile. C'est tout. Ouais, effectivement, effectivement. Puis Stéphanie, de ton côté, je vais dans une formule 30 secondes chaque parce que, bon, le temps avance vite, puis je ne veux pas qu'on déborde le 14h25 là, pour laisser 5 minutes à Michel de faire son petit wrap-up final. Donc, de ton côté, est-ce que tu referais le même choix? Oui, absolument. Je pense que je prendrais plus de temps dans notre période plus morte pour mieux l'implanter puis le tester. On a d'autres festivals plus petits, fait que ce que j'aurais aimé faire, c'est pouvoir commencer ça en janvier avec notre autre plus petit festival pour que je sois prête en avril. Fait que ça, OK. c'est à recommencer, c'est ça que je ferais. Je testerais. Oui, ben, c'est une très bonne idée, hein. C'était d'avoir un soft launch. Après ça, on fait un plus grand Exact. déploiement, là, effectivement. Maria, de ton côté, est-ce que vous feriez le même choix au groupe CH Oui. comme outil? Ouais. Oui, on avait fait les mêmes choix. La seule chose, c'est que comme pour les CDP, on serait informé un peu plus, vu que c'était nouveau. Puis en même temps, je pense que comme on s'est toujours dit, comme on allait regarder d'autres partenaires technologiques, pas partenaires, mais comme d'autres technologies, d'autres CDP de Salesforce versus d'autres qui existent dans les marchés pour voir si ça répondait à nos besoins. Parce que CDP, oui, ça fonctionne, mais le fait qu'il était nouveau, c'est là ça nous a ajouté une complexité lorsqu'on travaille dans le day-to-day maintenant, qui est comme une fois qu'il est déjà là, mais ça reste qu'on a la vision, la vue globale dans toute l'organisation. Alors je pense qu'en ce moment, oui, on ferait le même choix. Oui, c'est ça. Ben, vous avez, écoute, c'est rare les entreprises qui réussissent à aller jusque où vous êtes rendu déjà, là, avec la vue globale, de savoir, peu importe l'entité, tu es capable d'avoir une idée de ce que le consommateur fait, là. Ça, c'est génial. Puis, ben, écoutez, moi, juste dire, au niveau des pièges à éviter rapidement, assurez-vous de faire le tour de vos besoins, vos requis. Assurez-vous de vraiment prendre le temps de documenter vos processus actuels pour bien comprendre ce que vous avez de besoin finalement, pour bien les exprimer à votre fournisseur. Puis prenez le temps aussi de dire qu'est-ce que vous souhaitez faire vivre à vos clients comme expérience. Ça, c'est une chose importante aussi pour que lorsque vous parlez au fournisseur, puis dites, regarde, moi j'ai besoin d'une solution qui fait ça, qui va me permettre de faire ça, ça va vous amener des réponses beaucoup plus rapidement aussi. On va vous le dire qu'on n'essaie pas de vous vendre un cube pour remplir un verre, là. On va vous dire carrément, nous, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour ce genre d'événement-là. On a tel genre de clients qu'on sert déjà qui ressemblent à ce que vous avez besoin. Fait que ça, c'est des éléments importants. Puis définir vos critères, évidemment, c'est un autre élément. Je vois des questions dans le chat, donc je vais y aller rapidement. Donc, avez-vous des augmentations de billets, de vente de billets depuis le changement de vos plateformes? Donc, mettons que je vais avec toi, Stéphanie, je pense que ce serait approprié, là, cette question-là. Depuis que vous avez mis en place la vente de billets, malgré que toi, tu veux le mettre en place cette année, en avril, hein, il n'a pas été fait encore. Puis j'allais dire, je pense que je suis la moins bien placée pour répondre parce que je suis sur le Ouais. site. Fait que ça ne change pas C'est grand-chose. ça. Je dirais peut-être Maria à ce moment-là, dans votre Oui. cas, là, depuis un an que tu l'as mis en place, est-ce que tu as vu un changement au niveau de la vente de Oui. billets? On l'a vu, Ouais. oui. Parce que vu la segmentation, donc maintenant, on est plus pertinent lorsqu'on communique avec la bonne personne, avec les bons contenus. Donc, ça nous a aidé aussi dans les ventes. Autant festival que du côté hockey aussi, on les voit maintenant qu'on personnalise au centre-ville, que c'est notre arena. Donc, ou à quel endroit on est situé pour avoir un contenu différent des restaurants, tout ça. Donc, on les voit dans nos chiffres. OK. Puis une autre question pertinente que je prends au hasard, là, mais vous pensez quoi de Wix pour la vente de billets? Donc, est-ce qu'il y a personne qui vend des billets via Wix parmi nous? Évidemment, je vous dirais que Wix, pour la personne qui a posé la question, Wix est bon pour développer un site web. Tu peux vendre quelques produits là-dessus. Là. C'est une plateforme SaaS hébergée là, que tout peut se faire là-dessus. Mais pour la vente de billets, normalement, on va recommander d'aller chercher un outil spécifique là, qu'on peut y rattacher. Puis là, il faudrait voir qu'est-ce qui est compatible avec un Wix. Donc, écoutez, je
Je vais passer la parole à Michel. C'est à mon tour de te passer la parole, Michel, parce que là, il te reste 3 minutes. Tu voulais en avoir 8, là, mais là, je suis complètement désolé. Le sujet nous a amené à Écoute, partager beaucoup de matériel. Ouais. ben, vous êtes tellement plus intéressant que moi que c'est bien correct comme ça. Ben, premièrement, je voulais remercier là, chaleureusement nos invités, Maria, Stéphanie, François. En tout cas, merci beaucoup pour votre générosité dans les informations. Puis je pense qu'avoir eu une autre heure, on aurait meublé le temps sans aucun problème. Puis je pense aussi là, dans les participants qui sont avec nous aujourd'hui, s'il y avait une petite question qui s'adressait peut-être plus personnellement à l'un ou l'autre d'entre vous, je pense que vous êtes ouverts là, à accueillir ce genre de questions-là. En tout cas, vous pouvez toujours me faire signe, puis j'irai négocier pour vous avec l'un ou l'autre, là, savoir s'ils peuvent répondre ou pas. Ben, sinon, écoutez, je veux vous inviter à notre prochain webinaire. Si ça vous intéresse, c'était pour les attractions. On a la semaine prochaine, même heure, mercredi, avec André, encore une fois, avec d'autres invités. Et puis sinon, ben, on a aussi un webinaire sur la cybersécurité qui va se dérouler en avril avec Emeline Manson. Vous l'avez peut-être déjà entendu l'an passé. Elle avait été très, très populaire. Cette fois-ci, elle va parler de cybersécurité éco-responsable. Donc, c'est un autre rendez-vous. Puis je vous remercie tous de nous soutenir. On voit souvent les mêmes personnes qui reviennent, donc ça nous encourage dans notre programmation de dire, bon, mais les gens, ils continuent de nous suivre, ça doit les intéresser. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions, vos commentaires, n'importe quand. L'adresse à privilégier, c'est numérique@eaq.québec. Il y a toujours nos programmes aussi d'accompagnement qui sont en ligne. On a des programmes sur l'optimisation de vos plateformes marketing. On peut faire un diagnostic avec vous. C'est le programme Fin Stratège qui pourrait nous aider justement à commencer des pistes de solutions pour ce qu'on a découvert aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas là, à faire appel à nos services. Et merci André. Toujours intéressant, toujours travailler avec toi. On a toujours beaucoup de plaisir, puis toujours contente de pouvoir refaire quelque chose avec toi, puis avec tous nos invités au cours des Mais merci. des Puis la différents panels. les dynamiques avec les gens qui étaient là aujourd'hui, c'était formidable. Là. Oui. François, vous avez vu les personnalités très généreuses, souriantes et tout ça. Puis ben, je suis très content d'avoir pu vivre ça avec vous. Donc, merci à vous trois. Là. Je vous le dis de mes propres mots. J'ai vécu un beau moment avec vous. Merci C'est André. gentil. Oui, merci André.